notre lancée, nous allons maintenant entendre Mme Danielle Ripaud, qui est conseillère à la planification à la Conférence régionale des élus de Montréal. Elle va venir nous parler, nous donner des chiffres sur le sous-financement systémique à Montréal. Mme Ripaud. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Ça va? Oui, ça va comme ça? Oui. OK, c'est beau. Alors, d'abord, merci à l'Office de nous permettre de créer cet espace pour échanger avec vous sur nos réflexions sur ce qu'on appelle le sous-financement systémique de Montréal au regard du partage des budgets du gouvernement du Québec. Alors, avant de commencer, peut-être vous faire un petit topo de la CRI de Montréal, la Conférence régionale des élus. Peut-être que tout le monde ne connaît pas la Conférence régionale des élus. C'est en fait le secret le mieux gardé à Montréal, je dirais. Très peu de gens la connaissent et pourtant, c'est une organisation qui fait preuve d'innovation et de leadership de façon extrêmement intéressante, qui s'est dotée d'une gouvernance qui est absolument unique au Québec. C'est une gouvernance hybride formée d'élus municipaux, d'élus venant de différents horizons aussi, et de membres ou partenaires de la société, des représentants socio-économiques. Et tout récemment, la CRI a ajouté à son désir de vouloir se faire une plateforme régionale de concertation en créant un membership. Nous avons maintenant 200 membres à la CRI de Montréal. Alors, c'est donc une petite organisation qui compte sur ses partenaires, qui compte sur un système d'innovation pour réaliser son mandat, qui est un mandat confié par le gouvernement du Québec, de concerter la région et de la développer. Alors, donc, je vous fais ceci. Et dans ce contexte, nous animons encore un groupe de travail qui est composé en fait, c'est un très grand groupe, c'est un groupe de réflexion et de travail, qui est composé d'une 60aine d'organisations montréalaises, des gens de réseau, éducation, santé sont là, culture, environnement, jeunesse, relève, nommez-les, là, et on est 60 autour de la table. Et on s'est intéressé à la question du financement des différents réseaux montréalais ou de nos organisations. Alors, je vais débuter, si je peux, oui, voilà. Alors, le contexte dans lequel on a travaillé, étant donné un premier constat, était de se dire, Montréal, de quoi on parle? Quand on parle de Montréal, on entend énormément de choses. On l'a résumé en 3 points. Évidemment, on aurait pu en dire beaucoup plus, mais pour l'objet de cette présentation, je dirais que, le rappel, Montréal, c'est 24 de la population du Québec. Montréal, on comprend ici qu'on parle de l'île. À quelques dizaines de milliers près, c'est 2 millions de personnes qui paient 6,2 milliards d'impôts au gouvernement du Québec, c'est-à-dire 24,9 de l'impôt perçu au Québec et qui génère, globalement, 34,5 du PIB, donc qui génère de la richesse. On est parti sur cette base-là pour faire les constats suivants. Alors, on va avoir l'occasion d'y revenir, mais je les passe une première fois avec vous. Ce qu'on constatait, c'est que quel que soit le réseau, quelle que soit l'organisation montréalaise, on observe un sous-financement partout, dans tous les secteurs, et cela depuis fort longtemps. Principalement, le facteur populationnel, le poids démographique de Montréal, est considérablement dilué dans le financement qui nous parvient. L'hypothèse qui est avancée, ou l'argument plutôt qui est avancé par les différents programmes avec lesquels on peut travailler avec le gouvernement, c'est que la densité de Montréal et sa complexité permettent des économies d'échelle. Conséquemment, on n'est pas obligé d'en donner autant. On les présume, les économies d'échelle. Par contre, en ce qui concerne les coûts d'opération, qui sont liés à la densité, qui sont liés à la complexité d'un territoire comme Montréal, on les ignore. Ça n'existe pas. Quand on est là, Montréal, c'est une région comme n'importe quelle autre. Ce qui fait qu'au total, le résultat, quand on laisse les hypothèses qui sont des présomptions, pour regarder quels sont les budgets réels qui sont transférés, on se retrouve avec des budgets qui sont insuffisants, au regard évidemment des besoins de la population, puisque ce facteur-là a été mal pris en compte. Les obligations de Montréal comme métropole, et non pas strictement comme région ou comme ville, mais comme métropole du Québec, ne sont pas prises en compte. Qu'est-ce que ça veut dire, des obligations de métropole? Bien, ça veut dire,
outre le fait d'assurer un développement et un leadership, en termes de développement économique, ça veut dire aussi d'assurer des services à des populations qui ne sont pas forcément la population de Montréal. En éducation, on a des services spécialisés, les gens viennent parce que c'est à cet endroit qu'ils vont être en mesure de les obtenir. Ça veut dire la même chose quand on passe à la santé. On a commencé à en entendre parler hier et aujourd'hui, on va certainement revoir ça. Donc, santé, éducation, ça veut dire l'attraction qu'une ville comme Montréal exerce sur des populations de d'autres régions qui présentent un certain nombre de problématiques, et c'est à Montréal qu'ils vont trouver une solution. Donc, et d'autres, mais essentiellement, les obligations qui s'ajoutent à ce que c'est une ville sont là et sont très rarement, pour ne pas dire jamais, prises en compte dans les budgets. La vision du gouvernement du Québec, quand on regarde le développement des territoires, c'est une vision qui est d'abord centrée sur le développement des régions. On l'a vu, les gens qui ont suivi le développement de la stratégie d'occupation et de vitalité des territoires qui vient d'être adoptée, la première version de cette stratégie-là ne faisait aucunement mention de la métropole. C'est un ajout de fin de discussion après un cycle de 2 ans d'échanges où on a enfin ajouté un 4e volet qui s'intéressait au développement de la métropole et qui a ouvert, par exemple, sur la conclusion du PEMAD, c'est un premier pas, mais ça a été de dure lutte. Enfin, il n'y a pas non plus, à l'inverse, je dirais, c'est l'argument contraire, il n'y a pas de vision de développement de Montréal. Ce n'est pas présent. Il y a vraiment un axe qui est fait, qui est donné par ce gouvernement et réconforté par le discours ambiant, je dirais, d'axer le développement des territoires sur celui des régions. Évidemment, quand on se rencontre, les gens nous parlent des rencontres qu'ils font dans leur réseau au plan national avec différentes régions qui se regroupent là, bien, on se retrouve avec un discours ambiant qui est relativement négatif par rapport à Montréal. Montréal, c'est encore perçu comme la région qui n'en est pas une, mais qui en est peut-être une, mais en tout cas qui est la région qui a toutes. C'est un peu la perception des gens et ce discours-là qui repose sur des perceptions. On peut facilement démolir ce genre de perception-là, mais il reste, il demeure, il est renforcé par toutes sortes de mécanismes, que ce soit les gens eux-mêmes, que ce soit les réseaux, que ce soit les médias, très difficile de sortir. Je vais vous donner quelques exemples assez rapides. En fait, on en a énormément sur ce qu'on veut dire par du sous-financement dans les différents réseaux. Je pense que l'élément important qu'on va voir dans les exemples qu'on donne, c'est le caractère systémique et répandu. En santé, l'hypothèse de base, c'est du gouvernement, et que Montréal est une région qui est surfinancée. Il y a trop d'argent, et conséquemment, depuis 2007, on tente de réduire la part de Montréal dans le financement de l'ensemble des établissements du Québec. Actuellement, Montréal reçoit 33% du financement global. C'est plus que sa population. D'une part, deux choses. D'une part, elle subit 40% des compressions qui ont cours présentement en termes d'optimisation des services. Et d'autre part, il faut savoir que dans d'autres métropoles, parce que, comme je le disais tantôt, là, il y a des responsabilités particulières associées à la métropole, dans d'autres métropoles comme Toronto ou Londres, le taux de surfinancement, non seulement toléré, mais consenti et approuvé, est de l'ordre de 50 %. On estime qu'à 50 % de plus de financement que le financement populationnel, une métropole est en mesure de livrer les services qu'on attend d'elle. Ici, on est à 33 %. On estime que c'est trop. On est dans un processus de coupure. Concernant l'entrepreneuriat, on a des enveloppes qui sont dédiées au développement de l'entrepreneuriat. Alors, Montréal reçoit 21 % de l'enveloppe, 13 % du FLI, qui est une autre enveloppe dédiée au développement local. Ce qui donne si on le regarde per capita, on est à 8,76 versus 7 $ à l'extérieur. Ça veut dire un écart de 20 %, ce qui veut dire que dans le financement de l'entrepreneuriat à Montréal, il y a les services, les ressources qui sont mis à la disposition des entrepreneurs montréalais, ils sont à moins 20 % de façon systémique. Cégep.
Les cégeps ont un budget de base qui est basé sur les effectifs de 1997. On est en 2013, 6 ans plus tard. Alors, on est dans un processus que j'ai appelé le financement des étudiants fantômes. En 1997, il y avait des étudiants qui étaient là, dans certaines régions. Il y en a d'autres qui étaient à Montréal. Et en 2013, c'est autre chose. Le gouvernement finance sur la base des étudiants qui existaient en 1997. En résultat net, c'est un manque à gagner de 14 millions pour Montréal sur cette base-là. Et c'est 4 000 étudiants adultes qui n'ont pas accès à la formation continue par année à Montréal. Pourquoi? Parce que contrairement au financement des étudiants, des jeunes étudiants, le financement n'est pas basé sur tant de milliers de dollars accordés par étudiant, et donc il y en a 10 000, ça fait 10 000 fois X. Il y a un montant qui est prédéterminé, basé sur nos étudiants fantômes dont je parlais, et quand on a dépensé ce budget-là, bien, c'est terminé. En septembre 2011, il y a 4 000 étudiants montréalais qui se sont fait dire « Non, vous ne retournerez pas aux études au collège parce qu'il n'y a pas d'argent. » Voilà. Commission scolaire, alors on a abordé un peu la question tantôt de la taxe scolaire. Bien oui, il y a une péréquation de la taxe scolaire. Oui, à Montréal, on paie une certaine partie de la taxe scolaire qui n'est absolument pas compensée par d'autres mesures qui viennent du gouvernement du Québec et qui servent les autres régions. Je n'entre pas dans la mécanique de la taxe, mais le taux étant limité à 35 sous par 100 $ d'évaluation, évidemment, plus l'assiette fiscale est grande, moins vite on l'atteint. On s'entend que dans les plus petites régions, ce taux-là est rapidement atteint et donc les commissions scolaires manquent d'argent, évidemment. Conséquemment, le gouvernement du Québec les compense. Ce n'est pas le cas à Montréal. Plus encore, je dirais qu'il fut un temps où on était en période de coupeux, donc à enveloppe fermée, et c'est Montréal qui finançait, à hauteur de 25 millions par année, les taxes scolaires à l'extérieur de Montréal. Ce n'est plus le cas maintenant, puisque l'enveloppe, on n'est plus en mode coupure. Le problème aussi dans les commissions scolaires de Montréal, et ce n'est pas anodin, de financement des milieux défavorisés. Historiquement, à Montréal, les milieux défavorisés ont été financés avec les profits de la taxe, les intérêts qui sont financés par la taxe. Vous le savez tous aujourd'hui, les taux d'intérêt, ils ne sont pas très élevés. Ils ne génèrent donc pas du tout les montants requis pour financer les élèves qui viennent de milieux défavorisés. Et actuellement, il n'y a absolument rien sur la table pour compenser ça. Et je ne parlerai pas longtemps des écoles vétustes à Montréal. On a entendu les grandes nouvelles hier sur la contribution gouvernementale de 5 millions pour financer et rénover un certain nombre d'écoles. C'est un début. On se rappelle que la demande de la Commission scolaire de Montréal est de 100 millions par année durant 10 ans pour rénover ces écoles. Mais le gouvernement peut dire que oui, il fait un effort. Forum jeunesse. Les forums jeunesse, à partir de la stratégie jeunesse, ont à leur disposition un fonds d'investissement pour développer des projets. Forum jeunesse de Montréal, 28 % des jeunes sont à Montréal. Le budget, c'est 14 %. Alors, quand je parle du poids démographique, là, c'est un exemple. Ce qui veut dire, par contre, si on regarde en termes de prorata, on est à 2,35 $ par jeune et à 4,79 $ par jeune à Laval. On se demande ce qui se produit quand on traverse un pont. Ce n'est pas évident, mais on peut, à la limite, remettre en question les critères qui sont utilisés pour déterminer comment cet argent-là est réparti entre les régions. Concrètement, pour la région de Montréal, ça veut dire que sur les 372 projets déposés, admis, recevables, acceptables, donc qui avait été une première évaluation, il était tout à fait recevable et intéressant, on est capable d'en financer 66 et il en reste 306 qui sont sans financement. Il faut savoir aussi que dans d'autres régions, l'argent disponible doit être retourné à la fin de l'année au Fonds consolidé de la province parce qu'il n'a pas été dépensé, mais il n'est pas réinvesti dans les fonds du Forum jeunesse. Carrefour Jeunesse Emploi, on donne les exemples. Par exemple, j'ai donné celui de Saint-Laurent où il y a 22 000 jeunes. J'aurais pu en citer un autre, c'est tout à fait comparable. Et par opposition, par exemple, à un CJE, un Carrefour Jeunesse Emploi, qui est dans une région où il y a 4 000 jeunes. C'est le même budget d'opération. C'est
Un carrefour, c'est un carrefour, on paie le même prix. Les aînés, même chose, il y a 300 000 personnes aînées à Montréal. Si on considérait que c'était une ville, ce serait la 4e ville en importance au Québec, après Montréal, Québec, Laval. Est-ce que ça veut dire que 300 000 personnes à concerter, ça demande une attention particulière ou un budget particulier? Pas pour le gouvernement du Québec, c'est exactement le même budget qu'on retrouve dans toutes les régions où il y a 3 000 aînés, par exemple, 10 000 aînés, 20 000 aînés, c'est la même chose. Alors là, dans le fond, on se disait, mais comment est-ce qu'on arrive à un résultat comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Comment la mécanique s'installe? Parce qu'on a parlé d'un sous-financement systémique. Je ne pense pas que ce soit de propos délibérés. Je ne pense pas que c'est ce qui soit voulu. Mais quand on regarde la mécanique de répartition des budgets entre les différentes régions, bien, on voit qu'on peut difficilement arriver à autre chose. On a des critères de distribution qui sont appliqués à tout le monde, c'est-à-dire une unité, une affectation de budget. S'il y en a 20, bien, ça fait 5 pour tout le monde, peu importe la grosseur de l'unité dont il est question. Une utilisation d'indicateurs qui est en pourcentage sans référence à la valeur absolue. Hein, ça a l'air tout à fait juste, ça. Il y a 12 un taux de chômage de 12 à Montréal, il y a un taux de 12 de chômage dans la région X. C'est le même taux. Alors, on donne la même chose. On se sert de cet indicateur-là qui nous amène à donner la même chose, sans se poser la question, est-ce que ça concerne le même nombre de personnes? Et quand on est sur des budgets qui servent soit à livrer des services, soit à faire du développement, évidemment que le nombre de personnes concernées a une importance. Des indicateurs et une pondération qui sont sans lien avec la réalité régionale. Ça, toutes les organisations qui négocient... J'ai fini? 2 minutes? Ah oui, je finis. D'accord. Indicateurs et pondérations sans lien avec les réalités régionales, je pense que vous voyez là, de quoi il s'agit. Un gel d'enveloppe avec des critères qui n'ont pas changé, même si la situation économique a changé. Un gel d'enveloppe, en plus, avec une augmentation de missions de territoire, financement théorique, on l'a vu, des enveloppes spécifiques pour les régions ressources et rurales, mais sans jamais d'équivalent pour Montréal. Des coûts d'opération à Montréal nettement plus élevés qui ne sont jamais pris en compte. Des budgets pour des missions spécifiques, les mêmes pour tout le monde. L'exemple le plus patent de ça, c'est les gens de l'université qui nous le racontaient. Ils ont une enveloppe dédiée à la sécurité. Peu importe le monde, peu importe qu'on soit au coin de Berry et Sainte-Catherine ou qu'on soit en Abitibi, c'est la même enveloppe. Et finalement, des enveloppes montréalaises qui sont de plus en plus dirigées vers le développement du Grand Montréal et donc qui ne restent pas à Montréal comme tel. Au total, quand on cumule tout ça, c'est des petits, à chaque fois, c'est des petites choses, mais qui s'ajoutent, et de façon systématique et partout, qui fait qu'on a un déficit d'investissement à Montréal qui épuise nos ressources et qui risque d'étouffer le dynamisme. Les gens compensent tant qu'ils peuvent à chaque fois, mais il y a une limite à être capable de compenser quand ça vient de partout. Quand ça affecte un secteur, ça n'affecte pas qu'un secteur. Ça affecte aussi en amont et en aval. Et finalement, ça crée de l'exclusion, donc des Montréalais et des Montréalaises qui sont exclus des études, qui sont exclus de certains soins de santé, qui sont exclus des ressources qui sont liées à l'entrepreneuriat, etc. Alors finalement, je dirais que oui, Montréal est la métropole du Québec. C'est une affirmation qui a été arrachée de haute lutte et qui apparaît maintenant dans la stratégie d'occupation et de vitalité des territoires. Mais ce qu'on observe aussi, c'est qu'il n'y a pas de politique nationale pour le développement de la métropole. Entendons Montréal là, par métropole. Mais par contre, on a une politique sur la ruralité, qui est dans la 3e édition. On a une stratégie de développement de la Gaspésie qui vient d'être déposée il y a quelques semaines à peine. Un plan d'action gouvernemental pour les municipalités dévitalisées. Un fonds de soutien pour les territoires en difficulté. Mais rien qui existe comme étant une politique pour Montréal. Voilà.
Bon, alors, on a un premier état des lieux qui vient de nous être fait. Maintenant, on va entendre M. Jean-Philippe Meloche. Je vous rappelle qu'il est professeur adjoint à l'Institut d'urbanisme, Faculté d'aménagement de l'Université de Montréal. Alors, M. Meloche, vous avez une dizaine de minutes, en débordement peut-être un peu, une quinzaine, mais maximum, d'accord? 15 ou 10? Entre 10 et 15. 12. Donc, la question qui m'était posée un peu en venant ici, c'était la Ville de Montréal a-t-elle les moyens de ses ambitions, évidemment en lien avec le plan de développement? Bon, je me suis posé cette question-là. Et puis, je me suis dit, je vais faire une petite approche pédagogique au départ. La réponse la plus simple que je pourrais donner, c'est est-ce que Montréal a les moyens de ses ambitions? Le moindrement que Montréal a beaucoup d'ambitions, la réponse, c'est non. Okay? Parce que généralement, on n'a jamais les moyens de nos ambitions. C'est une logique économique implacable. En économie, on dit toujours les besoins sont illimités. Par contre, les ressources qu'on a pour satisfaire ces besoins-là sont limitées. Donc, finalement, on ne satisfait jamais tous nos besoins. J'essaie d'illustrer ça ici avec deux cercles. Le cercle bleu étant le cercle des besoins. Il n'est pas illimité. Là, je comprends, je l'ai fini. C'est pour qu'il puisse rentrer dans l'image. Mais il est très gros. Il est très gros, le cercle des besoins. Les ambitions de la Ville de Montréal devraient être très gros. Je veux dire, il faut aller le plus loin qu'on peut. On peut vouloir satisfaire toutes sortes de besoins. Puis, il n'y a pas de limite à ce niveau-là. La limite, elle vient plutôt du côté des moyens. Qu'est-ce qu'on a les moyens de satisfaire dans les besoins? Puis dans le fond, la vraie problématique, ce n'est pas de se dire est-ce qu'on a bien identifié les besoins. Je vous dis, on peut toujours en identifier d'autres. C'est de savoir est-ce qu'on a identifié les besoins qu'il fallait satisfaire, qui allaient nous amener le plus loin possible, étant donné nos moyens. Et ça, c'est le petit cercle turquoise dans le milieu. Okay? Donc l'opération, c'est de se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire qui va nous rendre le plus loin possible en tant que ville, mais qui cadre dans le petit rond vert qui est le rond des moyens. Et là, la question qui m'est posée, c'est est-ce qu'on a les moyens de faire le plan de développement? Autrement dit, est-ce que le plan de développement peut cadrer dans mon petit rond turquoise? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de répondre à la question parce qu'une ville, ça ne se finance pas comme une entreprise ordinaire. L'entreprise ordinaire, elle va vendre des biens et services, puis si les recettes qui rentrent sont supérieures aux coûts, elle va dire je suis rentable, j'y vais. Une ville, ça ne fonctionne pas comme ça. Une ville, ses recettes ne sont pas nécessairement liées à ses dépenses. On essaie de faire toutes sortes de liens. Tantôt, on disait, oui, l'essence, la route, ci, ça. De façon générale, on taxe le revenu des gens, puis après ça, on leur donne des soins de santé. Ça n'a pas rapport. Ça ne devrait pas avoir rapport. Ça n'a pas rapport. Donc, la ville, dans le fond, elle a un pouvoir de coercition. Hein. Quand on va chercher la recette, ce n'est pas pourriez-vous payer vos impôts, s'il vous plaît. Hein? Vous ne payez pas vos impôts, on saisit votre maison. Vous ne voulez pas les payer encore, on vous met en prison. Bon, alors, je veux dire, à un certain moment donné, on les paie, les impôts. Donc, ce n'est pas un jeu d'offre et de demande, c'est un jeu de coercition. C'est-à-dire, les citoyens, si on leur met devant eux un plan, puis on leur dit, bien, ça, c'est votre plan, et vous payez pour, bien, ils vont payer pour. Donc, est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions? Bien, si on met les taux assez élevés, techniquement, on devrait aller chercher les recettes suffisantes pour faire le plan. Qu'est-ce qui restreint les moyens, dans le fond? Pourquoi mon cercle turquoise est si petit que ça? Bien, c'est que dans le fond, les citoyens ont un pouvoir, eux, de dire au gouvernement, non, on ne veut pas payer. Ça vient une fois par 4 ans, puis c'est aux élections. Donc, c'est éminemment politique. C'est ce qu'on appelle un choix public. Le choix public vient, dans le fond, les citoyens vont dire, dites-nous combien ça coûte, dites-nous ce que vous allez nous donner, puis nous, on va vous dire oui ou non, on veut embarquer là-dedans. Le problème avec le document qu'on a du plan de développement, c'est que oui, on a chiffré certaines choses. La plupart des choses qu'on a chiffrées sont déjà incluses dans le budget de 2013. Donc, on a déjà payé les impôts pour ça. Donc, techniquement, ça nous coûte 0 pour l'année prochaine. On est content, il n'y a pas d'impact budgétaire. On nous a mis aussi des choses qui sont dans le plan triennal d'immobilisation, qui sont aussi déjà budgétées pour 2013, donc on a déjà payé pour. Puis pour 2014-2015, on suppose que ça a été pensé pour, disons, cadrer dans le plan budgétaire. Donc, à ce moment-là, l'impact budgétaire du plan de développement n'est pas si élevé que ça. Ou du moins, on a de la difficulté à savoir s'il est élevé ou pas parce qu'on ne fait pas ressortir l'impact réel fiscal du plan, ce qui serait de dire, bien, voici de combien vont augmenter les impôts si vous voulez avoir le plan. Et ce qui serait encore mieux, c'est de dire, voici de combien vont augmenter vos coûts si on ne met pas en place le plan. Okay? Parce qu'en économie, il y a un coût à faire quelque chose, puis il y a toujours un coût à ne pas faire quelque chose. Hein? Tantôt, on parlait des investissements en infrastructure qui n'ont pas d'impact sur les valeurs foncières. Ce n'est pas parce que je refais le surfaçage d'un boulevard que mes valeurs foncières aux abords du boulevard vont se mettre à augmenter demain matin. Mais ne refaites pas le boulevard, attendez plusieurs années, puis vous allez vous rendre compte que les valeurs foncières vont avoir diminué. Okay? Pourquoi? Parce que les valeurs foncières sont liées à la qualité des infrastructures qui sont autour.
Et à ce niveau-là, un surinvestissement, c'est le même impact qu'un sous-investissement. Pourquoi? Parce que le surinvestissement, on va payer beaucoup trop d'impôts pour des infrastructures qu'on n'a pas besoin. Ça fait baisser les valeurs foncières. Un sous-investissement, c'est que les infrastructures sont désagréables, on n'a pas envie d'habiter là, on va aller habiter ailleurs, ça fait baisser les valeurs foncières aussi. Donc, c'est l'investissement optimal qui optimise les valeurs foncières. Et ça, d'être capable de le calibrer, ce n'est pas toujours évident. Maintenant, l'autre question, c'est de se dire, bon, OK, si jamais on nous dit c'est correct, on peut jouer sur la grosseur du rond turquoise en augmentant ou en diminuant le taux. Le fait qu'on soit pris avec les impôts fonciers, est-ce que ça crée un problème de financement? Est-ce que les impôts fonciers sont saturés au point tel qu'on ne pourrait pas vraiment augmenter les taux puis aller chercher l'argent nécessaire? Je vous ai mis un petit graphique ici, c'est l'impôt foncier en pourcentage du produit intérieur brut. Donc, c'est disons, le poids des impôts fonciers. Et ça inclut les commissions scolaires ici. Là, à la fin, là, il y a un petit 13 qui est les commissions scolaires, puis un 87 qui est les municipalités. Mais du moins, tout ce qu'on paie à l'impôt foncier là, en tant que Québécois, dans l'ensemble du Québec, ça représentait à la fin des années 80 quelque chose comme 1,7 du PIB. C'est pas énorme. Puis aujourd'hui, on serait à quelque chose comme 2,7. Puis entre-temps, ça avait monté à 2,5 dans le début des années 90 pour redescendre, pour remonter. Bon, si on se pose la question, est-ce que les impôts fonciers sont de plus en plus lourds à payer avec l'économie qu'on a? La réponse, c'est oui. Oui, effectivement, c'est de plus en plus lourd à payer. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas les moyens de le faire? Je ne peux pas répondre à cette question-là, mais du moins, oui, on peut observer que l'impôt foncier prend de plus en plus de place dans l'ensemble de notre économie. Donc, c'est quelque chose qu'on utilise de plus en plus. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on paye de plus en plus d'impôts fonciers? Bien, essentiellement parce que les impôts fonciers servent à financer les services des municipalités, puis les dépenses des municipalités dans l'ensemble de l'économie. Était plus importante au début des années 90, puis il y a eu un déclin dans la fin des années 90. C'était l'époque de la lutte au déficit. Il fallait faire des déficits zéro à Québec, puis on était en restriction budgétaire à Québec. Il faut croire que les municipalités ont un peu imité ça. Pourquoi? Parce que probablement qu'il y a un paquet de subventions qui sont plus descendues dans les municipalités. Les municipalités ont mis le frein à un paquet de projets fin des années 90, ce qui fait que, autant Québec, ici, ce n'est pas la ville de Québec, c'est le gouvernement du Québec, c'est les finances provinciales. On voit un peu que la lutte au déficit zéro, là, en 1997, là, on voit Lucien Bouchard arriver, puis pouf, ça plonge un petit peu. C'est exactement ça. Donc, on a restreint, on a réduit un peu la taille de l'État dans les années 90. Puis, à la fin des années 90, on a atteint l'objectif du déficit zéro. On a senti qu'on était un petit peu mieux. Puis là, ça s'est mis à augmenter. Puis, depuis 2006-2007, les municipalités, il y a un petit saut là, de dépenses. Il y a un viaduc qui est tombé à Laval. Puis, ça a entraîné un paquet de conséquences qui ont fait en sorte que là, on a délié un peu les cordons. Puis, on a dit, peut-être qu'on a sous-investi, on va accélérer un peu. C'est ce qui explique la petite remontée à la fin là, des dépenses municipales. Mais grosso modo, on paye plus d'impôts fonciers. Mais techniquement, on a plus de nos municipalités en proportion du PIB. Donc, les deux semblent se suivre. Je ne peux pas dire que c'est exagéré ou pas. On pourrait dire, oui, mais les municipalités sont étouffées parce qu'ils payent beaucoup trop d'impôts fonciers maintenant par rapport à leurs dépenses. De façon générale, si on prend la fin des années 80 jusqu'en 2011, c'est à peu près 60 %. Même si ça arrête de diminuer un petit peu, là, mais statistiquement, disons que ce n'est pas significatif. La ligne bleue qui est là, de 60 %, c'est la part d'impôts fonciers dans l'ensemble des dépenses des municipalités au Québec. Ça tourne autour de 60 %. C'est relativement stable. La barre rouge qui est en haut, c'est l'autonomie financière, si on veut, des municipalités, c'est-à-dire les revenus autonomes sur l'ensemble des dépenses, dans le fond. Au départ, dans les fins des années 80, c'était autour de 90 %. Ça a baissé à 85 %. Ça donne une illusion que le gouvernement du Québec s'implique plus dans les municipalités. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le gouvernement du Québec s'implique plus avec des transferts, mais en même temps, il remet moins de paiements tenant lieu de taxes dans les municipalités sur un montant relativement équivalent, ce qui donne une illusion que les municipalités sont moins autonomes, mais dans le fond, l'argent qui vient de Québec est sensiblement proportionnel au cours de ces années-là. Donc, finalement, il n'y a pas de gros mouvement là-dessus. Donc, oui, c'est vrai que c'est important comme recette ce qui vient de l'impôt foncier. Oui, c'est l'outil principal des municipalités, mais ce n'est pas une réalité qui est en mouvance, qui aurait changé, puis que soudainement, on a un étouffement grave. Donc, moi, il n'y a rien qui me permettrait de dire que si on utilise encore l'impôt foncier l'année prochaine ou l'autre année d'après, qu'on serait en train d'étouffer nécessairement les municipalités.
Selon moi, s'il y avait de la place l'année passée, ben, il y en a probablement encore l'année prochaine. Jusqu'où? Je ne peux pas le dire. Je n'ai pas nécessairement d'études qui déterminent ça. Mais ce qu'on peut se poser comme question, ici, dans mon graphique à gauche, la ligne bleue, dans le fond, c'est la charge de l'impôt foncier dans la RMR de Montréal. J'ai juste rétréci un peu le focus pour montrer que quand on se rapproche de Montréal, la charge fiscale qui était de 2,7 % du PIB, elle est plutôt de 3 % du PIB si on prend que la RMR de Montréal. Donc, plus on se rapproche de la ville de Montréal, plus on sent qu'effectivement, la charge de l'impôt foncier peut être plus importante dans l'économie, mais la différence, elle n'est pas énorme. Et là où on pourrait se dire, écoutez, on n'a plus de marge de manœuvre dans l'impôt foncier, hein, ce qu'on appelle la fameuse courbe de l'affaire en économie. L'affaire, ce qu'il dit, c'est si on taxe les gens à 100 %, ils vont travailler zéro, ils ne vont pas générer la recette, ils ne vont pas générer l'assiette fiscale, donc les recettes vont être zéro. Donc, à un certain moment donné, plus on impose lourdement les gens, bien, plus l'assiette devrait s'effriter puis finir par disparaître. En impôt foncier, c'est plus difficile, parce que moi, je peux décider que je ne travaille pas cette année parce que le gouvernement me charge trop d'impôts. Je ne mettrai pas le feu dans ma maison parce que mes impôts fonciers sont devenus trop élevés. Il y a une rigidité dans le marché foncier qui fait en sorte que c'est beaucoup moins élastique que les autres marchés. À ce moment-là, ça réagit moins, donc plus difficile à saturer comme impôt que tous les autres impôts qu'on paie généralement. Mais ce qu'on pourrait à se priver, c'est les constructions futures, le développement futur. Hein, les gens vont partir à Laval parce qu'à Laval, c'est moins cher qu'à Montréal. Donc, si Montréal est trop cher, on va aller à Laval. Puis si tout le monde s'en va à Laval, effectivement, ça effrite la base, l'assiette fiscale de Montréal. Puis à ce moment-là, on aurait des taux trop élevés, puis l'assiette s'effrite. Bon, ici, j'ai pris ce qu'on appelle le taux global de taxation uniformisé, le TGTU. C'est comme une salade, hein, ça. On a mis des taux résidentiels avec des taux commerciaux, avec des taux de toutes sortes de choses, puis on divise ça finalement par la valeur foncière d'un petit peu toutes sortes de choses. Ce n'est pas le taux résidentiel, ça ne reflète pas ce que je paye si moi je m'achète une maison. Mais si je faisais un développement moyen, là, qui contenait et du commerce et de l'industriel, et tout, qui représente un développement moyen global d'une ville, je paierais un taux de 1,035 % à Montréal. Puis si je décidais d'aller à Laval, parce que c'est donc plus beau à Laval, je paierais un taux de 1,078 %. Donc, au niveau de la compétition fiscale, Montréal est compétitif. On ne peut pas dire que Montréal est étouffé là, par ses banlieues. Là, il n'y a pas de marge de manœuvre. Les banlieues, vous pourriez me dire, oui, mais on pourrait aller à Longueuil. Vous avez raison, à Longueuil, ce serait 1,012. On peut aller à Longueuil, ça semble être plus compétitif à Longueuil. Par contre, il faut faire la différence entre les impôts qu'on paie. Tantôt, j'ai dit, il faut faire attention, si on regarde juste la colonne des recettes, on a un problème. Regardez la colonne des dépenses. J'ai mis la charge par habitant. La charge par habitant, c'est qu'est-ce qu'on a dépensé comme argent dans Montréal par habitant qui habite à Montréal. C'est 3 707 $. Okay? Si j'avais été à Laval, j'aurais reçu 3 129, puis à Longueuil, 3 633. Puis vous voyez, dans l'ensemble du Québec, on paye plus d'impôts, puis on reçoit encore moins. Il faut faire attention, c'est un peu pervers cette mesure-là. Pourquoi? Parce que les gens qui consomment les services à Montréal ne sont pas seulement des habitants. Il y a des habitants de Laval qui viennent consommer leurs services à Montréal, des habitants de Longueuil qui viennent consommer leurs services à Montréal, du moins dans le jour. Okay? Le soir, ils consomment chez eux, de jour, ils viennent à Montréal. Donc, est-ce que l'écart est vraiment ce que ce chiffre-là reflète? Non. Mais si je regarde l'écart que j'ai entre Longueuil et Laval, même si je tenais compte de tous ceux qui traversent le pont, j'arriverais probablement encore à dire qu'à Montréal, oui, ça coûte plus cher, mais on en a plus pour notre argent quand même. Donc là, il faut faire la différence. On n'a pas les mêmes services partout. Les gens bougent, consomment leurs services partout. Je n'ai pas le chiffre exact, mais une chose est sûre, c'est que Montréal n'a pas un taux exorbitant par rapport à ses banlieues. Puis la dépense qu'on fait à Montréal, elle n'est pas plus petite qu'on fait ailleurs, même qu'elle semble être meilleure. Donc, autrement dit, on aurait des bons services à Montréal, puis on ne paierait pas si cher pour les avoir. Est-ce que l'espace fiscal demain pourra en faire un peu plus? Il n'y a rien, moi, qui m'indique que cet espace-là n'existe pas. Oh, on manque de couleur ici. C'est dommage, mais ce n'est pas grave, les chiffres sont parlants quand même. Si on n'utilise pas l'impôt foncier, okay, ou les dérivés de l'impôt foncier, puisque l'impôt foncier, on peut inventer toutes sortes de choses avec ça, on pourrait décider qu'on crée une dette. Hein, on dit on va mettre ça sur le plan triennal d'immobilisation, hein, notre plan de développement, qu'on est capable de voir jusqu'en 2015, 16-17, on ne sait pas trop. On va mettre ça sur les dettes. On va faire de la dette, puis on va faire de l'infrastructure avec ça. 2 minutes, c'est bon. Au Québec, dans l'ensemble du marché de l'endettement des municipalités, si je peux dire le marché des bons du Trésor municipaux canadiens, si je prends tous les bons du Trésor municipaux canadiens, les municipalités du Québec détiennent à peu près la moitié, 50 %.
alors que le Québec représente même pas 25 % de la population canadienne. C'est donc dire que, toute comparaison faite, les municipalités du Québec sont beaucoup plus lourdement endettées que n'importe quelle autre municipalité dans les autres provinces du Canada ailleurs. À ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'on est trop endetté. Je ne peux pas dire « Ah, ça, c'est trop ». Okay? Parce que tant et aussi longtemps qu'on fait des investissements judicieux, puis que les investissements ont un bon rendement, on peut soutenir une dette importante, ce n'est pas là qu'est le problème. Mais quand on se compare, on se dit, oups, nous, on est beaucoup plus endettés que les autres. Donc, quand on se présente sur le marché et on dit, est-ce que je peux emprunter? Bien, le fait qu'on ait déjà une grosse dette derrière nous, ça compte comme une prise. Donc, ce n'est pas, disons, le moyen de financement dans lequel on a le meilleur potentiel. Et là, Montréal, où se situe Montréal par rapport aux autres? Bien, là, j'ai juste mis Montréal par rapport à l'ensemble du Québec. Le pourcentage de la dette de la Ville de Montréal par rapport à sa richesse foncière uniformisée, donc l'assiette fiscale foncière, c'est 2,62 %. Dans l'ensemble du Québec, 2,39 %. Montréal n'aurait pas nécessairement bonne figure là-dedans. Est-ce que Montréal fait mauvaise figure? Non, pas nécessairement. Il peut y avoir des infrastructures plus lourdes à Montréal qu'ailleurs. Ça peut se justifier d'un paquet de façons. Mais quand Montréal se présente pour emprunter, est-ce que Montréal fait mieux que les autres sur son ratio d'endettement? Non. À ce moment-là, c'est juste que la condition est un peu plus serrée. Moi, je ne dis pas que c'est une lumière rouge, je dis que c'est une lumière jaune. Mais ce n'est pas un feu vert parce qu'à ce niveau-là, disons qu'on a étiré déjà l'élastique. Peut-être qu'il reste encore beaucoup de place dans l'élastique, je ne peux pas le déterminer. Mais disons qu'on a tiré plus fort sur l'élastique que les autres. Donc, on est plus proche du point où l'élastique casse. Mais on est peut-être encore très loin aussi. Ça, je ne peux pas le déterminer. Dernier point. Si on n'utilise pas l'impôt foncier, si on n'utilise pas de l'endettement pour se financer, bien, il reste quoi? Il reste les tarifs et toute forme de tarification qu'on pourrait essayer d'utiliser. Dans le tableau de gauche, c'est les parts des tarifs dans les recettes municipales au Canada. Ce qu'on appelle un tarif peut varier d'une place à l'autre. Il y a des tarifs qui n'en sont pas vraiment, on va les compter comme. Les chiffres ne sont peut-être pas absolument parfaits, mais ça donne une idée que si l'ensemble du Canada est à 21,7, le Québec est à 16,1, puis que la Colombie-Britannique est à 31,5, ça peut supposer qu'il y en a qui ont plus d'imagination que nous sur la façon de tarifer les services. Il faut faire attention, ça ne veut pas dire qu'on crée des nouvelles sources de recettes. Si les citoyens ne veulent pas payer plus d'impôts, ça ne leur tente pas d'avoir une charge fiscale plus élevée, vous leur dites, je vais vous mettre des tarifs, ils peuvent bien dire oui, mais on dira en échange, vous baissez l'impôt foncier en conséquence. Donc là, il faut faire attention, ce n'est pas nécessairement du nouvel argent. Puis ça, je vais souvent le redire, que vous vouliez taxer un, l'autre de cette façon, l'autre de l'autre façon, vous taxez dans la poche de droite ou dans la poche de gauche, vous êtes toujours en train de vous rabattre sur les mêmes contribuables. Le petit rond vert du début, là, il ne grossit pas parce que vous avez de l'imagination puis que vous avez 22 façons de taxer vos gens. Le petit rond vert ne grossit pas. Le petit rond vert, il dépend de votre produit intérieur brut essentiellement. Il ne grossit pas votre produit intérieur brut, bien, le petit rond vert, il ne grossit pas non plus. Puis ce n'est même pas les valeurs foncières, parce que le lien entre les recettes municipales et les valeurs foncières, il est relativement très imparfait. Quand les recettes foncières s'emballent, on baisse les taux. Quand les recettes foncières diminuent ou augmentent pas assez, on monte les taux. La recette fiscale des municipalités est beaucoup plus en lien avec la richesse des citoyens, les revenus personnels disponibles et le produit intérieur brut, qui peut l'être sur la richesse foncière réelle. Okay? Mais on se concentre toujours sur la richesse foncière parce que c'est la base fiscale. Mais le vrai lien, c'est la force de l'économie locale. Votre économie est vigoureuse, votre petit rond vert va grossir. Votre économie est moribonde, le petit rond vert va diminuer. Puis au niveau des services et des droits, où se situe Montréal par rapport aux autres? Bien, vous voyez qu'à Montréal, on est quand même à 21,3 % des recettes là, qui seraient tarifs et autres de tout genre. Puis l'ensemble du Québec, 14,7. C'est quoi la différence entre mon 14,7 ici puis le 16,1 dans le tableau? Le 16,1, c'est Statistique Canada qui a ses propres définitions puis qui prend des données dans plein de provinces puis qui essaye de faire semblant que c'est pareil partout. Puis l'autre, ben, c'est le ministère des Affaires municipales qui, lui, a sa façon de comptabiliser, qui reflète plus la réalité du Québec. Et à ce moment-là, oui, effectivement, dans une grande ville comme Montréal, on a beaucoup plus de possibilités de taxer. Puis je vais revenir sur le commentaire du stationnement sur rue tantôt pour avoir jasé avec les gens de la ville et leur demander combien vous vendez ça, une vignette. La vignette, on ne la vend pas, on essaie de la donner au prix coûtant. Bon,
ben, si vous donnez la rue, ben, c'est certain qu'au final, on ne fait pas beaucoup d'argent avec ça. Mais oui, c'est vrai que dans un monde moderne où on veut avoir des villes qui se marchent, où on veut avoir une utilisation d'automobile qui est plus rationnelle, de donner le stationnement sur rue, pour vous dire, celui qui se construit un garage, on taxe son garage. Il se construit une entrée de garage, on taxe son entrée de garage. Dans les banlieues, les centres d'achat font des gros stationnements, on taxe les stationnements. En ville, on dit, pas de problème, venez, on va vous déneiger le petit bout de rue, on vous le donne gratuit, puis on va taxer les autres citoyens pour vous donner le bout de rue, alors que probablement que vous venez de la banlieue avec votre voiture, puis vous n'êtes même pas un citoyen qui paie des taxes ici. Donc, des fois, avoir de l'imagination, ce n'est pas d'aller trop loin. Les outils sont là, on ne les utilise pas. Alors, notre dernier intervenant est M. Pierre-G. Hamel. Il est professeur au Centre d'urbanisation, culture et société de l'INRS. Allez-vous rester assis là, M. Hamel? Oui. Allez-y, on vous écoute. Bonjour. Donc, un petit peu de son, ça s'en vient. Un petit peu de jus pour ici. Bon, alors ce matin, vous avez eu Marcel Côté, que vous avez apprécié. Marcel Côté était coprésident d'un comité qui a publié en 2010 un petit rapport qui s'appelait « Une métropole à la hauteur de nos aspirations ». Et je recommencerai avec ça. Donc, c'était pour le compte de la Chambre de commerce. Et ce qu'il disait là-dedans, c'est que est-ce que Montréal paie, notamment sur les... on parle de fiscalité, est-ce que Montréal paye beaucoup plus d'impôts fonciers qu'ailleurs? Et bon, il travaillait un truc, puis il disait, dans le même sens que ce que Meloche disait, pas vraiment. D'abord, c'est difficile à établir quand on compare Montréal à ailleurs. Ce n'est pas les mêmes responsabilités. Vous savez, en Nouvelle-Écosse, les municipalités font dans le scolaire. En Ontario, les municipalités font santé, affaires sociales, en partie. Il précisait là-dedans, est-ce qu'on ne devrait pas tenir compte aussi de l'impôt scolaire dont on parlait tout à l'heure? Et il disait, à Calgary, 48 % des impôts fonciers payés par les gens de Calgary s'en vont au scolaire. Ça change pas mal le portrait. Donc. Et moi, je ne pense pas qu'on paye trop d'impôts fonciers. Mon mandat, c'est de parler de nouvelles sources de revenus. D'abord, il n'y en a pas de nouvelles. Ça existe. Ça a déjà existé. Si ça se trouve, Montréal a déjà eu à peu près tout ce dont je vais parler. Et puis, ça existe ailleurs. Des nouvelles sources de revenus. Je vous dirai tantôt, on peut en imaginer 2, 3, mais c'est assez rare. Pourquoi on voudrait des nouvelles sources de revenus? Parce qu'on n'aime pas l'impôt foncier. L'impôt foncier, comme c'est dit dans les trucs de l'Union des municipalités du Québec ou ailleurs, c'est un très bel impôt qui a les qualités de ses défauts. C'est un impôt bête, brutal, stable, rigide. C'est des qualités, ça aussi. Ça fait en sorte que des municipalités ne sont pas nerveuses, elles ne sont pas sensibles à des revirements économiques. C'est un impôt, et à l'inverse, c'est un impôt qui ne permet pas de capter des rebondissements au niveau économique. Enfin, ça pour vous dire que je ne suis pas du tout un ennemi de l'impôt foncier. Je vous parlerai de nouvelles sources de revenus, disons donc pour Montréal par rapport à ce qui existe maintenant. Mais avant toute chose, il faut parler, les Anglais ont une expression là, que j'haïs d'habitude, mais là, ça me semble approprié. Il y a un éléphant dans la salle. On parle de finances publiques. Et l'éléphant, tout le monde sait qu'il existe. Personne n'en parle, c'est le fédéral. Le fédéral est un mauvais contribuable. Le fédéral, la reine ne paye pas d'impôts. La reine paye des enlieux de taxes. Le fédéral est un mauvais contribuable. Une des principales contestations de la contribution d'un propriétaire foncier par rapport à la Ville de Montréal, ça vient systématiquement toujours du fédéral, que ce soit pour Radio-Canada et ainsi de suite. Le contribuable est un mauvais contribuable. Il ne paye pas la moitié de ce qu'il payerait si c'était un entrepreneur. Deuxièmement, le fédéral fait des coupures et qui touche, on le sait, le Québec et les Maritimes en priorité dans le cas du chômage, qui touche le logement social. Le fédéral a disparu du radar. C'est où le logement social? C'est à Montréal. OK, regarde, on n'en parle pas du fédéral. Il est là dans la pièce, là. Et un des problèmes qu'on a dans ce pays, c'est le fédéral. Bon. Sans parler, évidemment, du déséquilibre fiscal
hein, dont on parlait pour le Québec, et évidemment, on peut parler du déséquilibre fiscal par rapport aux municipalités. Quand le fédéral se vante, regardez, il y en a un, ça n'a pas rapport, mais le fédéral se vante pendant les parties de hockey en anglais, je n'ai pas le câble, donc j'écoute le hockey en anglais. Le fédéral se vante de faire des programmes, de financer des programmes de formation. Hein? Alors, je me suis dit, c'est quoi cette histoire-là? Je suis allé voir sur le site, et c'est marqué sur le site que ça ne concerne pas le Québec. Alors, puis évidemment, les publicités sont faites par CBC Montréal. Enfin, le fédéral se vante de financer des programmes d'infrastructure. Ça revient à combien? Faites le calcul. Hein? Quand vous voyez un chiffre qui sort par le fédéral, d'abord, vous divisez par le nombre d'années, puis vous divisez par 30 à peu près pour arriver à Montréal. Hein? Ça fait combien est-ce que le fédéral donne à Montréal par année? L'équivalent de 2 tempêtes de neige. Hein? C'est ça le montant. Hein? Fait qu'on va dire que le fédéral est un mauvais contribuable qui fait des coupures, puis bon. Et on a l'argent pour payer des chasseurs. Je reviens sur mon sujet. Est-ce qu'il y a des nouvelles sources de revenus? Non. Montréal a à peu près tout eu. Hein? Montréal a déjà eu un impôt sur le revenu. Un impôt sur le revenu, et c'était tout simple, c'était comme le font présentement toutes les provinces sauf le Québec, c'était un pourcentage, vous remplissiez c'était au tout début de l'impôt sur le revenu, les gens remplissaient leur formulaire d'impôt pour l'impôt fédéral et ils rajoutaient 1% ou 2 pour Montréal. Ça serait possible demain matin. Ça existe ailleurs dans le monde. Ailleurs dans le monde, il y a, aux États-Unis, il y a des municipalités qui prélèvent un montant sur les salaires versés dans la municipalité. Il y a le canton de Genève, où c'est encore plus astucieux. Il y a une partie de l'impôt sur le revenu qui vient à la municipalité où est versé le revenu, puis il y a une partie de l'impôt sur le revenu qui vient à la municipalité où les citoyens résident. Il y a il y a quantité de municipalités dans le monde qui ont 0 impôt foncier. Hein, quantité de municipalités, surtout en Suède, on va dire, mais en sens qu'ils n'ont pas d'impôt foncier, ils ont quand même une évaluation foncière. Ah, ça, c'est assez astucieux. Ils ont une évaluation foncière. Pourquoi? Parce qu'ils calculent un revenu implicite. Vous habitez une maison que si vous la louiez à quelqu'un, ça vous rapporterait 1 000 $ par mois, 12 000 $ par année. On dit c'est correct. Vous habitez une maison, c'est comme si vous versiez à vous-même 12 000 $ et on additionne ça à votre revenu imposable. Alors, c'est un revenu imposable, tu payes ton impôt sur le revenu et la municipalité reçoit l'essentiel de ses ressources par des transferts gouvernementaux. Alors, impôt sur le revenu, ça serait tout à fait possible, pensable. Montréal en a déjà eu. Impôt sur la consommation, Montréal en a déjà eu. Montréal a déjà eu des impôts sur la consommation spécifiques. L'ancêtre des droits d'immatriculation, c'est Montréal. Au Québec, c'est Montréal qui l'avait. Donc, il y avait un droit d'immatriculation payable à la ville de Montréal. Montréal a déjà eu un impôt sur les appareils de radio. Hein, des récepteurs radio, dans le temps que ça prenait le format un peu de l'écran, là, et que c'était difficilement, c'était pas des iPod nano, là, c'était quelque chose d'assez costaud, donc c'était possible d'aller saisir. Montréal a déjà eu un impôt sur la consommation générale, hein, et c'était lié au transport en commun. Et il y avait des villes qui demandaient le privilège de devoir, des villes limitrophes, voisines de Montréal, qui demandaient le privilège de devoir payer un impôt sur la consommation à Montréal parce que ça venait avec le transport en commun. Donc, c'était un donnant-donnant, les villes. Et ça ne date pas de si longtemps. C'est au début des années 60 où le gouvernement du Québec a exproprié la ville de Montréal en l'enlevant de l'impôt sur la consommation. Et c'est là qu'est arrivé justement la ristourne, hein, qui venait aux municipalités, qui a duré de 65 à 79. Mais avant ça, il y avait des impôts locaux sur la consommation. Donc, de 65 à 79, il y avait il y avait des transferts assez lourds. Une partie de ce transfert-là venait, une partie de l'impôt sur la consommation qui était payée dans la ville, une partie de l'impôt sur la consommation qui était payée dans la région, puis une partie de l'impôt sur la consommation, c'est-à-dire que c'est un transfert qui venait per capita. Donc, de 65 à 79, c'était assez important. Je me suis fait raconter il y a 2 semaines
une petite municipalité, une nano-municipalité, une petite bled, qui n'avait pas d'impôt local jusqu'à la réforme Parizeau de 79-80 parce qu'il se satisfaisait tout à fait de ce qu'ils recevaient comme transfert de Québec. Alors, ils n'avaient pas d'aqueduc, pas d'égout, bon, hein, un service minimal, et ils bénéficiaient de ces transferts-là. Je vous dis, il y a des transferts vers les municipalités. Ailleurs sur la planète, c'est en général très costaud. Mais ailleurs sur la planète, les municipalités font autre chose que ce que font les municipalités québécoises. C'est l'impôt sur la... Je reviens sur les impôts sur la consommation. C'est possible, ça a déjà existé, ça existe encore. Souvent, on tasse les municipalités d'un champ fiscal. On leur offre en contrepartie un transfert et de façon tout à fait classique, au fil du temps, le transfert s'étiole, s'érode et on finit par passer à la trappe ce qu'on avait comme impôt. C'est un peu le portrait, pas seulement des municipalités québécoises, mais le portrait de toutes les municipalités des pays industrialisés. Quand on regarde sur les 100-150 dernières années, les municipalités se sont fait réduire. Se sont fait rétrécir, disons donc, proportionnellement. Le principal gouvernement, le principal palier de gouvernement au moment de la Confédération, c'était ni le fédéral, ni les provinces, qui étaient vraiment ridicules, c'était le local. Et dans le local, qu'est-ce qui était le truc le plus important? C'était le scolaire. Et après ça, bon, les municipalités ont pris de l'importance. Beaucoup plus et les provinces n'ont pris cette importance-là qu'au début des années 60. Et c'est exactement le même portrait en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, le palier de gouvernement le plus important au 19e siècle, c'était les municipalités qui emmenaient large, qui faisaient beaucoup de choses, qui faisaient l'électricité, le gaz, et qui se sont fait exproprier. Plusieurs champs fiscaux qui se sont fait exproprier plusieurs responsabilités. Constitution de l'État-providence. Après ça, arrive Mme Thatcher qui vend les trucs. Mais, vous voyez, ce qu'ont vécu les municipalités québécoises, ça s'est vécu ailleurs sur la planète. Je termine dans 2 minutes, 3 minutes. Oui, d'accord. Alors, je vous ai dit, c'est possible de revenir éventuellement de l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la consommation. Côté, dans son rapport pour la Chambre de commerce, disait... C'est pas évident que les villes, Montréal notamment, auraient intérêt à revenir à se faire reconcéder une portion de l'impôt sur le revenu, une portion de l'impôt sur la consommation. À tout prendre, un transfert qui viendrait forcément de Québec serait préférable. Il reste l'autre grande talle où tout le monde nous incite à aller, les tarifs. Et encore là, je me réfère à Côté qui était tout à fait correct là-dessus. Il dit qu'on va arrêter de se conter des histoires. De la vraie tarification au Québec, il y en a très peu. À Montréal, il y en a très peu. Il y a beaucoup de pseudo-tarification qu'on appelle d'ailleurs de façon tout à fait rigolote la tarification fiscale, qui n'est pas de la tarification. C'est des impôts forfaitaires. Il y a beaucoup de municipalités au Québec qui facturent tant la porte pour les déchets, tant par ménage pour l'eau. Ce n'est pas de la tarification, ça. C'est un impôt forfaitaire. C'est comme ça qu'il faut appeler les choses. La vraie tarification, en fonction de l'utilisation, il y en a très peu. À Montréal, il y a Saint-Laurent qui a des compteurs d'eau résidentiels. Est-ce que c'est astucieux? Est-ce que ça correspond? Est-ce que ça satisfait le principe utilisateur-payeur? Dans le cas de l'eau, pas du tout. Utilisateur-payeur, en général, on dit bénéficiaire-payeur. C'est quoi? On dit qu'un tarif, ça doit répondre au principe du bénéfice reçu. Le bénéfice reçu dans le cas de l'aqueduc et de l'égout. C'est quoi le bénéfice reçu? C'est compliqué à évaluer. En général, les économistes se rabattent sur le coût évité. On va dire le bénéfice reçu est à peu près équivalent au coût évité. Si quelqu'un avait à payer un porteur d'eau, par exemple. Bon. Alors, on va essayer de... Mais on va dire, bon, c'est pas ça. On va calculer c'est quoi la quote-part des coûts qui sont encourus par la collectivité pour desservir ce ménage-là. Donc, la quote-part des coûts. Et là, on regarde les coûts, et c'est quoi la structure de coûts pour l'eau, l'aqueduc, les égouts, le pluvial, c'est à 98%
des coûts fixes. Ça, c'est un rapport qui avait été commandé par Pricewaterhouse à des gens de Gaz Métro qui avaient sous-traité à Gaz de France. Et tout ça, c'était pour le compte de la Ville de Montréal. 97, quelque chose % des coûts de l'eau à Montréal, ce sont des coûts fixes. Alors, des coûts fixes, ça n'a rien à voir avec la quantité d'eau que vous consommez. Hein. Les coûts fixes, c'est pourquoi? C'est pour les usines, hein, potabilisation, épuration, c'est pour les conduites souterraines d'accueil d'égout qu'il faut poser. Bon, peu importe, il y a un salaire pour la personne qui est devant le grand panneau de contrôle, qui a 1 mètre cube qui lui passe sous les yeux, 100 000 mètres cubes, ça prend un salaire pareil, c'est un coût fixe. Hein. Alors, comment on répartit des coûts fixes? Une des façons qu'on pourrait faire, c'est d'y aller en facturant chacun des ménages de Montréal en divisant les coûts fixes par le nombre de ménages. C'est hyper régressif. Ici, on a trouvé un truc qui est assez astucieux. C'est lié à peu près à la capacité de payer des gens. C'est lié à quoi? C'est lié à la richesse foncière des murs qu'ils habitent. Donc, on a une répartition ici qui est tout à fait conforme à bénéficiaire-payeur. C'est des coûts fixes qui sont répartis en bloc dans la population, mais en tenant compte un peu de la capacité de payer via l'impôt foncier. L'impôt foncier, c'est un bel impôt qui pose des problèmes, on l'a mentionné, qui pose des problèmes aux retraités. Hein. Pourquoi? Parce que souvent, la valeur des murs utilisés correspondait à la capacité de payer du temps de la vie active. Et souvent, et j'en rencontre plusieurs depuis 2-3 ans, je vois dans plusieurs réunions, il y a une souffrance réelle des gens qui avaient une maison qui correspondait à leur capacité de payer. Leurs revenus n'ont pas suivi et surtout, les valeurs foncières dans certains quartiers ont explosé, plus qu'ailleurs. Et les gens se ramassent avec des coûts d'impôt foncier exorbitants. Ça ne fait pas en sorte que l'impôt foncier est un mauvais impôt. Et ces gens-là ne sont pas à plaindre techniquement. Ils sont devenus subitement beaucoup plus riches que ce qu'ils en ont les moyens d'être. Hein? C'est des gens qui sont devenus subitement très riches. Quand ils vont vendre leur maison là, à 10 fois, 20 fois le prix qu'ils l'ont payé, ils vont être méchamment heureux, surtout leurs héritiers, mettons. Mais entre-temps, ils ont des problèmes réels. Hein? Alors, il faut trouver des accommodements. Et il y en a des accommodements. Il y a les crédits d'impôt, il y a des façons de différer le paiement d'impôt jusqu'au moment de la vente. Il y a plusieurs techniques de ce type-là. Dernier petit exemple sur la tarification. On parlait du transport en commun. Il y a des villes dans le monde, sur cette planète-ci, hein, où le transport en commun est gratuit. Hein? Au Bagne, en banlieue de Marseille, les bus se promènent avec liberté, égalité, gratuité. Et c'est bête comme chou. Vous rentrez dans le bus, vous dites bonjour, vous allez vous asseoir. Quand on fait de la tarification du transport en commun, on paye pour les tickets ou pour les cartes aux puces, on paye pour les tourniquets, on paye pour le transfert d'argent, qu'on se fait voler des fois, ça prend de la sécurité. Qu'est-ce qu'on a au net quand on va chercher un tarif? C'est ça qu'il faut se poser à chaque fois. Est-ce que c'est payant? Il ne faut pas être bête. Si on paye, hein, si on a au net 40% ou 30% de ce qu'on va chercher en tarif, c'est peut-être pas l'impôt le plus intelligent. Merci, M. Hamel. Bon, alors écoutez, on a encore un bon 20 minutes de questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut briser la glace? On a entendu des présentations très intéressantes, certaines plus accessibles que d'autres, en tout cas pour moi. Alors, peut-être qu'à travers vos questions, là, ça va nous permettre de clarifier certains éléments. Oui, M. Baudet. Oui, la question pour Peggy et peut-être pour d'autres aussi. Si la part des dépenses des municipalités a massivement migré vers le service à la clientèle, est-ce que d'une part, les dépenses des municipalités ont augmenté en conséquence? Est-ce que les dépenses du service à la propriété ont diminué? Ou est-ce qu'on s'est enrichi collectivement de manière telle qu'on a pu assumer ce transfert-là sans que rien n'y paraisse? Madame Bachmann. Je ne suis pas sûre d'avoir tout saisi, mais en fait, je pense que les dépenses des municipalités ont augmenté. Après, je n'ai pas les chiffres que M. Méloche avait, je ne les ai pas amenés avec moi, je n'ai pas vérifié dans quelle proportion, depuis quand, etc. Mais les dépenses, elles augmentent année après année.
Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser aux finances municipales, je ne dirais pas il y a combien d'années, là, mais j'ai des chiffres en tête, puis quand je regarde maintenant les chiffres d'aujourd'hui, ce n'est plus les mêmes, là, ça augmente. On est rendu, je pense, autour de 16 milliards de dollars de dépenses totales des municipalités au Québec. Donc, elles augmentent. Et ce qui a beaucoup augmenté ces 5 dernières années, c'est les dépenses d'investissement, les dépenses en infrastructure, en immobilisation. Ça, c'est sûr, ça a beaucoup augmenté. Évidemment, c'est lié au programme d'infrastructure, notamment. Maintenant, l'impôt foncier, ce que montrait M. Meloche, c'est qu'il a quand même pris, il a une proportion, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une proportion beaucoup plus importante du PIB maintenant qu'il pouvait l'avoir. Ben, ça dépend, tout est relatif dans la vie, mais entre 1,7, je pense, et 2,7, j'ai noté, c'est quand même, moi je trouve que c'est quand même une grosse différence, un point là, du PIB. Ça me semble beaucoup, mais bon, peu importe, pas besoin de le qualifier, mais bref, il a augmenté. Donc, ça veut dire que globalement, les gens ont payé aussi pour ces dépenses. Maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est que l'impôt foncier, c'est vrai, la charge fiscale municipale est relativement stable. Ce que je constate aussi depuis une dizaine d'années, c'est qu'on ne voit plus tellement de municipalités qui gèlent l'impôt foncier. Généralement, la charge fiscale, le compte de taxes, il augmente au moins à l'inflation. Alors, c'est sûr que, est-ce qu'il reste de la place, je ne sais pas si c'était ça la question, mais est-ce qu'il reste de la place après ça? Bien, après, c'est toute une question de choix et de volonté. Encore une fois, je reviens là. Ça, c'est... Moi, je voudrais revenir là-dessus avec quelque chose, en vous posant une question dans mes mots à moi, relativement simple. Quand vous dites qu'il y a encore de l'espace au niveau de l'impôt foncier, moi, j'entends en même temps, effectivement, ce que vous avez abordé un peu à la fin, M. Hamel, la capacité de payer qui revient constamment dans le discours des politiciens. Puis en vous écoutant avant les 2-3 dernières minutes de votre intervention, je me suis dit, finalement, la capacité de payer, c'est rien qu'un concept politique. Il n'y a pas l'air d'avoir de concept, disons, technique lié à ça. Mais dans les faits, est-ce qu'on a regardé à Montréal s'il y a vraiment une capacité de payer plus grande si on utilisait plus l'impôt foncier pour aller chercher du financement pour le plan de développement de Montréal, par exemple? Est-ce qu'il y a de l'espace à Montréal? Parce que ce qu'on entend dire de la part des politiciens, c'est qu'on a atteint le maximum de la capacité de payer des citoyens. Puis effectivement, à chaque fois qu'il y a il y a une augmentation des impôts, il y a toujours des réactions. Monsieur Meloche. C'est peut-être moins une capacité de payer qu'une volonté de payer. Le politicien, il est un peu pris entre la machine qu'on pourrait appeler la Ville de Montréal, puis le citoyen qui nourrit la machine. Le citoyen peut décider, lui, qu'il n'a pas envie de payer plus. Autrement dit, pour lui, ce qu'on a atteint, là, c'est suffisant. Puis le niveau d'impôt qu'on lui charge, c'est suffisant. Le prochain dollar payé en impôt ne vaut pas la peine pour lui. Donc, il ne veut pas le payer. Et chaque citoyen a sa propre vision là-dessus. Hein. Il y en a qui sont déjà 3 000 $ par-dessus ce qu'ils avaient envie de payer. Puis il y en a qui ont peut-être encore un petit 1 000 ou un petit 2 000 qui pourraient bien payer l'année prochaine. Puis ça ne les dérange pas pour autant qu'on vient de refaire le parc à côté de chez eux. Donc, si on essaie de faire la somme de tout ça, hein, ce n'est pas juste une somme, on va prendre en fait, c'est un peu ça l'exercice qu'on devrait faire, c'est combien vous voulez payer vous par rapport à ce qu'on vous donne, puis l'autre c'est combien, puis on fait la somme de tout ça, puis si on arrive à une valeur positive, on dit, les gens ont envie de payer. Mais une fois qu'on a fait cet exercice-là, on va aller charger à tout le monde, autant à ceux qui n'avaient pas envie de payer que ceux qui auraient eu envie de payer plus. Donc, de vous dire, est-ce que les citoyens montréalais ont les moyens de payer plus? La réponse, c'est oui, parce que si vous leur chargez 1%, en fait 1 point de pourcentage de plus sur l'impôt, vous augmentez la charge fiscale des citoyens de 1% l'année prochaine, je serais assez étonné que les citoyens se mettent à déménager. Donc oui, ils pourraient le payer. Est-ce qu'un politicien qui va dire, moi j'augmente la charge fiscale de 1% l'année prochaine versus un politicien qui se présente qui dit, moi je vous l'augmente de 0, pour lequel des deux les citoyens vont voter? Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais vous n'êtes jamais contre la richesse? La richesse, c'est un facteur, mais il y a la volonté de payer aussi. Les Américains sont beaucoup plus riches que nous et ils paient moins d'impôts. Tout devient proportionnel. Nous, ici, on valorise les services de l'État. Au Québec, on a tendance à faire ça. L'État au Québec est plus lourd qu'ailleurs parce qu'on pense qu'un système de santé publique, c'est bon. On pense que des écoles publiques, c'est bon. C'est un choix qu'on a fait. Dans d'autres pays, on va privatiser en santé, on va privatiser en éducation, puis on va baisser les impôts, puis c'est un choix
social qu'on fait. Est-ce que les citoyens de Montréal sont tannés de payer des impôts fonciers puis qu'ils veulent juste que la ville se retire? OK, on ne veut plus de loisirs, là, laissez donc nos enfants jouer tout seuls. On ne veut pas de beaux parcs, là, bétonner tout ça ou mettez des logements par-dessus. Si c'est ce que les citoyens veulent, bien, effectivement, ils vont vous dire qu'ils n'ont pas la capacité de payer. Mais ce n'est pas qu'ils n'ont pas la capacité de payer, c'est que le prochain dollar que vous leur demandez, eux trouvent que ça ne vaut pas la peine de le payer. C'est ça qui va venir restreindre le plan. Est-ce que le plan est adapté aux citoyens? Est-ce que les citoyens veulent payer pour ça? Bien, il faudrait leur dire, voici ce que le plan vous rapporte, voici ce que le plan vous coûte, puis les citoyens pourront s'exprimer. Mais la contrainte budgétaire, quand c'est notre argent personnel, c'est simple. On fait un revenu, à la fin de l'année, on sait combien on a gagné. On ne peut pas dépenser plus que ça. La contrainte, elle est figée. Quand c'est un gouvernement, sa contrainte budgétaire, elle n'est pas figée. Il peut jouer sur les taux parce qu'il y a un pouvoir de coercition. Par contre, il va se faire rattraper quand on a une élection, puis quelqu'un va dire, on est surtaxé à Montréal. Moi, je vous présente un budget où vous n'aurez pas d'impact budgétaire, puis je vais faire des coupures, puis les gens vont voter pour ça. Ils l'ont fait à Toronto, entre autres. Puis ça peut être très populaire de faire ça quand les gens sont tannés de payer, puis c'est ce qui finit par arriver éventuellement. Madame Bachmann, puis ensuite... Oui, oh, il y a des réactions. Et à Toronto, on ferme des bibliothèques, on ferme des piscines. Hein? Alors, c'est ça aussi la contrepartie de Toronto. Et on a baissé les impôts. Oui, mais on a coupé les services. Les services. Madame Bachmann. Effectivement, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Ça dépend par rapport aux services qu'on reçoit. Ce qu'on a oublié dans l'équation, pour dire est-ce qu'il y a de la place encore, la capacité de payer en matière d'impôts fonciers, c'est les autres impôts que le citoyen paye. C'est toujours le même citoyen, toujours le même contribuable. Quand on se compare aux autres provinces canadiennes, moi, quand on me dit qu'au Québec, on paye un peu moins d'impôts fonciers qu'ailleurs au Canada, mais ailleurs au Canada, l'impôt sur revenu est pas mal moins élevé, la taxe de vente est pas mal moins élevée. Alors, l'espace fiscal est déjà très occupé au Québec. Et là, on n'est plus dans la question de comment on peut l'augmenter. Là, c'est de la répartition entre les gouvernements, c'est comment réduire nos dépenses. Puis effectivement, il faut faire des choix de société. On a choisi au Québec d'avoir plus de services. Alors, ça correspond à un consensus social. Mais en même temps, on ne peut pas dire aux municipalités, allez chercher plus d'impôts fonciers, vous avez encore de la place, comparez-vous avec les autres, alors que les autres gouvernements utilisent déjà cet espace. Oui, M. Hamel. Alors, regardons pour l'immense majorité des contribuables ce qu'on paye en impôts fonciers par rapport à ce qu'on paye à chacun des deux autres gouvernements. C'est ridicule ce qu'on paye en impôts fonciers. Hein? Oui, mais individuellement, là, hein, sauf que bon, moi je ne suis pas propriétaire, c'est inclus dans mon loyer, mais un propriétaire qui paye ses impôts fonciers, il fait probablement son plus gros chèque de l'année. Ça fait mal. Mais c'est par rapport à ce qui, c'est très peu par rapport à ce qu'il paye au fil des payes au fédéral et à Québec. Alors, un des problèmes de l'impôt foncier, c'est que c'est un impôt qui est bougrement visible, hein, et qui forcément fait mal. On paye toujours trop d'impôts, c'est sûr. Hein? Monsieur Burton. J'aimerais qu'on revienne sur la présentation de Mme Ripaud, s'il vous plaît, parce que si ce déséquilibre systémique existe, j'aimerais que quelqu'un fasse le lien avec les questions qu'on a débattues sur le leadership. On fait quoi face à ce déséquilibre que vous avez documenté? On fait quoi? Concrètement, là, dans le cadre des acteurs qui se sont exprimés, et est-ce qu'on a des solutions face à ça? Ou des options? Madame Ripaud. La première chose que je peux dire là-dessus, c'est que pris un à la fois, ça ne marche pas. La santé a tenté de récupérer l'argent dont elle avait besoin, l'éducation a tenté de le faire. Tous les acteurs à qui on a parlé ont tenté, chacun dans leur réseau, d'aller le chercher. Je pense que la prise de conscience qu'on a fait ensemble, c'est que ce n'était pas un à la fois. Il y avait là-dedans un exercice d'ensemble qui se faisait, qui était de façon systématisée, implicite à la répartition. Et ça, je pense que c'est le premier pas, de voir qu'il y a un système, volontaire ou pas, qui est en place. Et c'est à un système qu'on va devoir réagir. Ce n'est pas ce qu'on a tenté de faire depuis 20 ans, 30 ans à Montréal. Maintenant, la suite des choses, comment on s'attaque à un système, ça c'est une autre question qui je laisse ouvert au débat. On est au travail là-dessus, un groupe de travail continue ses travaux pour dire comment on attaque quelque chose qui est systématique, qui est interpellé. Bien sûr,
tout le monde, tous les Montréalais au grand complet sont interpellés. Comment on organise ça maintenant? Comment on organise notre défense? Ça, c'est une question qui est encore ouverte. Quelqu'un d'autre veut réagir? Non? Oui? Bon. Pardon? Sur autre chose? Oui, allez-y. Madame Peggy disait qu'il y avait un déficit des fonds de pension de 5 milliards. Est-ce que c'est beaucoup? Oui et non. Un pourcentage, un point de TVQ rapporte 1 milliard par année. C'est 5 ans pour 5 milliards. Elle disait, si Québec rembourse la totalité de la TVQ, c'est 800 millions par année. 800 millions par année, 5 milliards, c'est jouable. Hein? Ça pour dire que c'est sûr qu'on a de la difficulté, tout le monde, à gérer des milliards. Hein? Mais c'est de l'ordre du possible. C'est des choix. Ça existe. C'est possible. Hein? Ce n'est pas hors de portée. Hein? En augmentant la TVQ d'1%, on ne parle plus de déficit des fonds de pension, on ne parle plus d'un paquet d'affaires. Hein? Et c'est bougrement plus que les soi-disant généreux programmes de partage de frais d'infrastructure qui viennent via la SOFIL du fédéral. Alors parlons-en du financement. Autre chose. Parlons-en du financement des infrastructures. Voulez-vous nous rappeler, les gens de la Ville, quels étaient les moyens que vous aviez envisagés là, dans le cadre financier pour le financement des infrastructures? Vous en avez parlé hier, mais il me semble que la taxe sur l'essence était évoquée. Ou est-ce qu'il y avait autre chose? Là, c'est peut-être moi qui... C'est à la fin de la journée, là, je ne sais plus. Oui. Oui, il faut venir, qu'on vous entende bien, qu'on vous enregistre. Alors, je rappelle M. Sylvain Ducas, qui est directeur de la Direction de l'urbanisme et du développement économique, et M. Sylvain Gouin, qui est directeur de planification stratégique financière. On vous écoute. Oui, est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui. Donc, la façon dont vous abordez la question, on parle donc du financement des dépenses d'infrastructure principalement. Au niveau des dépenses d'infrastructure, actuellement, on a... Il y a deux volets. Puis je vais parler après ça du transport collectif plus précisément. Là. Donc, à l'intérieur du cadre financier de la Ville, on a des portions qu'on finance évidemment par de la dette. On l'a vu tout à l'heure, là. Les villes, surtout principalement au Québec, c'est ancré derrière nous, donc c'est difficile de passer d'une stratégie qui était totalement financée par de la dette à une stratégie de financement comptant. Donc, actuellement, on finance à hauteur d'environ 600 millions par année de nouvelles dettes. Bien, je dis nouvelles dettes, c'est-à-dire qui est portée au budget de fonctionnement. Après ça, on a donc, il y a un coût à ça. Il y a un coût important à ça. Ce 600 millions-là, il faut le financer. Quand je dis qu'il faut le financer, c'est qu'historiquement, on avait des investissements à hauteur d'environ 200-250 millions de dollars par année dans le passé. Donc, pour faire une histoire simple, là, sans tableau, il faut comprendre qu'on a donc des investissements qui se libèrent de dettes antérieures à hauteur de 250 millions en moyenne, qu'on remplace par 600 millions d'emprunts à chaque année. Donc, vous venez de comprendre qu'on a un différentiel de 350 millions à ajouter sur notre service de dette. Pourquoi 600 millions? 600 millions, c'est la capacité maximale d'abord d'emprunt que la Ville de Montréal est capable d'aller chercher sur le marché. M. Meloche parlait tantôt là, de niveau d'endettement. Est-ce qu'on est compétitif? Oui, ça, c'est Montréal a une politique de gestion de la dette qui nous a permis d'améliorer nos cotes de crédit sur le marché. Et pour maintenir la qualité de notre cote de crédit, 600 millions d'emprunts, c'est le maximum qu'on peut aller chercher. Par ailleurs, je vous dirais que c'est probablement aussi le maximum de notre capacité financière. Parce que si je fais 600 millions, moins le 250 que je vous disais, 350 millions, à des taux d'emprunt très bas présentement, ça nous coûte 45 millions par année de nouvelles dettes à financer.
45 millions, c'est quoi? Pour le traduire plus simplement, c'est près d'un 1,5 %, c'est l'équivalent d'1,5 % de charge, d'augmentation de charges foncières. Donc, si on ne fait rien dans la garde de nos autres dépenses de la ville, cette seule croissance de dette équivaut à 1,5 % de croissance de charges fiscales. Par ailleurs, je parlais de stratégie paiement comptant. Actuellement, on prélève des taxes à hauteur d'environ 200 millions au niveau de l'eau et de la voirie qui nous permet de payer des investissements au comptant. Donc, notre programme triennal d'immobilisation là, se compose essentiellement d'emprunts, de paiement au comptant qu'on prélève. Quand on dit du paiement au comptant, c'est les impôts des contribuables également, mais qui, pour chaque dollar perçu, on fait $1 d'investissement, mais on n'écrit pas de dette. Et l'autre portion, c'est des transferts gouvernementaux. Des programmes essentiellement dans l'eau. Tout ce qu'on fait en voirie, donc à l'intérieur du plan de développement ici, il y a beaucoup de projets qui touchent, que nous, dans le jargon municipal, je vais parler de voirie municipale. Ces projets-là, pour la plupart, ne sont pas financés par le gouvernement. Donc, c'est un secteur où la ville va investir seule. Donc, ça va être payé à même la structure dont je vous parle. À l'intérieur du plan, puis je vais m'arrêter là, à l'intérieur du plan de développement, il y a tout le volet transport collectif. Vous avez vu, la portion de la ville peut sembler petite, mais il faut voir que nos contributions au transport collectif vont passer par la STM. Et à ce niveau-là, à l'intérieur du plan, qui est parallèle, qui se greffe à ça, c'est tout le PEMAD, 24 milliards qui a été identifié par la CMM, dont Montréal va avoir assumé une grosse part à l'intérieur de ça. C'est 24 milliards qui vient d'être tout récemment, là, dans les derniers jours, qui vient d'être priorisé pour l'horizon 2021. Et on parle donc de 8 milliards de maintien d'actifs, presque 90 % pour la STM, et on parle de 6,5 milliards de développement sur le territoire. Et c'est là qu'on parle, il faut vraiment jaser, pour être capable de financer ça, de partenariat avec le gouvernement. Ça fait partie des discussions actuelles qu'on a. Mme Bachmann parlait de partenariat fiscal et financier. À l'intérieur de ça, il y a des discussions sur le financement du transport collectif. Québec est à l'étude avec sa politique de mobilité durable qui va aboutir à l'automne, avant la fin de l'année, on l'espère, avec une nouvelle politique. C'est un ensemble d'éléments où on va trouver, pour financer la part municipale, il va falloir être créatif puis avoir des nouveaux moyens de financement. Ce n'est pas l'impôt foncier, on l'a vu tout à l'heure, qui va payer, qui va permettre de financer un plan de transport collectif de 24 milliards. Il va falloir aller chercher de l'argent ailleurs. Mais, on l'a dit, ça a été mentionné, c'est également les mêmes contribuables qui finissent par payer ces montants-là. Donc, taxe sur l'essence, qui fait partie du droit d'immatriculation, des études sur le payage. Il y a des groupes qui ont étudié différentes façons de financer ce plan-là de la CMM. C'est avec ces moyens-là qu'on devra travailler pour les prochaines années. Mm-hmm. Donc, c'est un peu ce que M. Éverich-Liam appelait hier soir la nouvelle entente là, avec le gouvernement du Québec. Oui, ça va se discuter à l'intérieur du nouveau partenariat fiscal et financier. D'accord. Quelqu'un d'autre voudrait y aller d'une question ou deux avant, ou d'un commentaire, messieurs, dames? Monsieur Hamel. Commentaire, on parlait de transport. Est-ce que c'est normal, en 2013, qu'une ville comme Montréal voit un montant considérable, hein? On disait 600 millions, auquel on rajoute le 200 qui est payé à comptant, on est à 800. Savez-vous combien le ministère des Transports du Québec investit chaque année sur Montréal? C'est dans ces eaux-là. Et c'est décidé ailleurs qu'ici. Et même quand on regarde l'AMT,
moi, j'en reviens jamais. Hein. Quand j'explique à un étranger notre structure de fonctionnement, c'est une agence ministérielle qui prend des décisions. Comment ça se fait que ce n'est pas la CMM qui a la responsabilité sur l'AMT? Comment ça se fait que c'est même pas le ministère des Transports, c'est même pas le ministère des Affaires municipales, c'est le ministère des Transports qui décide de ça? C'est quand même formidable. Hein? Et c'est des sommes colossales. Quand on regarde comment Québec fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Tous les élus de Montréal s'étaient opposés au prolongement de la 25. On a eu la 25. Comment ça se fait que c'est Québec qui décide de ce qu'on fait sur le Notre-Dame? Comment ça se fait que c'est Québec qui décide ce qu'on fait avec Turcot? Bon sang de bonsoir. C'est... Bon, monsieur, on va se réanimer. Monsieur Beaudet. Oui, Gérard Beaudet, je voudrais revenir en lien avec la question qui a été posée tantôt sur le sous-financement systémique, parce qu'il y a un lien avec ce qui vient d'être dit. À partir du moment où les autres composantes de la vraie métropole fonctionnelle appartiennent à des régions administratives qui actuellement sortent gagnantes de tous ces exercices-là, on peut se poser la question, quelle est la place réelle de Montréal sur l'échiquier politique québécois? Comment peut-on s'en sortir quand on sait qu'automatiquement, ce qui va être demandé et éventuellement accordé à Montréal, ça va être au détriment de nos voisins immédiats qui déjà ne sont pas des joueurs particulièrement emballés à l'idée de faire partie de la même équipe que Montréal. Et je pense qu'il y a là une question qui est fondamentale et il faudrait qu'on soit capable de se trouver un espace de négociation vraiment métropolitain pour que tranquillement les gens soient sensibilisés au fait qu'éventuellement, ils vont perdre au change. Et on en a eu une belle illustration récemment quand la mairesse de l'arrondissement de Longueuil a demandé d'avoir le même statut que Laval, en prétendant qu'elle avait le même statut théorique que Laval. La vraie raison, ce n'était pas ça, c'est qu'elle était elle-même en train de se faire jouer dans le dos par le reste de la Montérégie. Donc, elle subissait le sort qu'elle-même avait fait subir à Montréal pendant des années. Et je pense qu'il faudrait qu'on en arrive à ce niveau de conscience métropolitaine pour être capable de désamorcer ou de sortir de cette espèce de cul-de-sac. Autrement, je ne vois pas comment, par simple grandeur d'âme, les gens vont dire au gouvernement, ben voyons donc, c'est pas équitable, ouvrez les vannes puis accordez ce que Montréal veut avoir. On a un sérieux problème de ce point de vue-là. Madame Bachmann, vous, à partir d'une approche plus générale, est-ce que vous voyez des pistes? Est-ce qu'il y a moyen d'être un peu optimiste? Ce matin, M. Landry nous a fait un discours optimiste sur le développement de Montréal, mais quand on regarde cet état des lieux-là, quand on regarde effectivement ce que vient de dire M. Beaudet, est-ce que, tantôt vous avez parlé d'utilisation plutôt des incitatifs pour faire en sorte qu'on soit capable de partager une tarte plus grosse, finalement, ou de faire grossir la tarte. Et comment est-ce que vous réagissez à cela, à la fin de cette journée? Ensuite, moi, je suis de nature optimiste, donc oui, je vais partager cet optimisme-là, même je n'étais pas là ce matin pour entendre ce qui s'est dit. Mais effectivement, parce qu'aujourd'hui, on a parlé de pistes de solutions à des problèmes, donc c'est sûr qu'on pointe sur les problèmes, il y en a beaucoup. Il y a aussi beaucoup d'atouts, évidemment, aussi bien à Montréal que dans l'ensemble du Québec. Moi, je vais revenir un petit peu à ce qu'on a préconisé comme démarche dans le Livre blanc, qui est une démarche de collaboration entre les niveaux de gouvernement. On a parlé beaucoup de est-ce qu'il y a de l'espace encore pour que le citoyen paye plus d'impôts. Il n'y a pas beaucoup d'espace, même s'il y en a encore un peu, là, au-delà de l'inflation. C'est difficile. Je pense qu'on ne peut pas dire que les Québécois sont sous-taxés. Même si on n'aime pas payer de l'impôt, c'est vrai, mais quand même, globalement, pas seulement la taxe foncière, globalement, on en paye quand même déjà pas mal. Et je pense que les niveaux de gouvernement, quels qu'ils soient, ont un devoir de mieux s'entendre, de mieux se parler, de plus collaborer, que ce soit au niveau métropolitain, que ce soit au niveau entre le gouvernement et les municipalités. Il faut absolument trouver une façon pour mieux collaborer, pour justement mieux rendre les services, peut-être à des coûts moindres. Et il y a probablement des efforts qui peuvent être faits de ce côté-là, en répartissant mieux les rôles de chacun et aussi en répartissant mieux les revenus entre niveaux de gouvernement, encore une fois. Mais ceci doit être fait à partir des dépenses. Et je pense qu'il faut commencer par là. Il faut commencer par le constat des dépenses. Comment on peut mieux les gérer, que ce soit au niveau municipal, au niveau gouvernemental, au niveau des relations entre les deux. Quels outils on peut avoir pour mieux gérer ça? Parce que oui, le 5 milliards, ça pourrait être simple, effectivement, avec un point de TVQ, mais en même temps, ça revient toujours à dire, mais là, ça veut dire que ce sont les contribuables qui n'ont pas eux-mêmes de régime de retraite, qui vont payer
plus d'impôts pour financer des régimes de retraite très généreux à d'autres personnes. Donc, il faut trouver une solution un peu plus équilibrée pour que tout le monde soit respecté dans sa capacité de payer. Alors, merci. De cette façon. Oui, M. Brisset, dernière petite question. Oui, dernier petit commentaire. C'est que vous avez parlé du ministère des décisions de faire des dépenses faramineuses. Mais il faut constater, on parle du 23 milliards pour le transport en commun, tout le monde le connaît, ça a été présenté devant la CMM, mais personne ne réalise que depuis l'effondrement du viaduc de la Concorde à Laval, l'ordre général, c'est de remplacer toutes les structures en béton au Québec. Et cet argent-là n'était jamais prévu dans aucun budget avant cet événement-là. Et donc, on parle d'ordre de 30 à 40 milliards juste en région de Montréal que ça va coûter de remplacer toutes ces infrastructures qui n'ont pas paru, parce qu'au tournant du siècle, on parlait beaucoup de transport en commun, etc., mais là, personne n'avait vu le gros éléphant qui est en plein milieu de la salle, pas tout à fait le gouvernement fédéral, mais c'est un autre gros éléphant. Combien ça va coûter de remplacer toutes les infrastructures routières en béton? Et puis là, ça va manger beaucoup des revenus qui proviennent des taxes et tous les autres mécanismes que vous prévoyez. Alors, c'est là où je crois que c'est aux municipalités, à la ville de décider, ça suffit, nous, on va décider qu'est-ce qu'on va remplacer, qu'est-ce que c'est le réseau stratégique, puis qu'est-ce qu'on peut se payer dans le remplacement des infrastructures. Parce qu'à large, on n'a pas les moyens de payer 23 milliards pour le transport en commun, plus 40 milliards pour le transport routier. Est-ce que dans vos rencontres, les uns les autres, vous avez senti le poids dont M. Brisset parle depuis ce matin, d'une réflexion dont on aurait donné la commande sur l'ensemble des infrastructures en béton depuis l'effondrement du truc à Laval? Là? Oui, c'est vrai? Oui, tout à fait. C'est sûr qu'avant, les ponts, nous, on se battait pour faire augmenter les fonds pour un programme pour financer les ponts municipaux. Mais avec cet événement, le Québec a accepté de rapatrier cette compétence et de financer l'entièreté de ces travaux. Donc, c'est sûr que ça coûte une fortune, mais en même temps, avec ce qui s'est passé, on ne peut plus prendre le risque. On ne peut pas dire qu'on ne va pas faire la réflexion. Est-ce que tout est nécessaire et urgent? Ça, malheureusement, je n'ai pas la compétence pour le décider, mais c'est sûr qu'il y a une répartition. On parle souvent, il y a beaucoup d'organismes qui parlent de la répartition des investissements entre le transport routier et le transport en commun. Souvent, on est sur des tribunes justement pour dire que ça coûte cher le transport en commun, 23 milliards, comment on va financer ça? Mais si on compare avec les investissements en transport routier, c'est pas grand-chose, ce qui est investi en transport en commun. Je n'ai pas les chiffres, mais aucune comparaison n'est possible. Non, donc après, c'est un choix politique. Est-ce qu'on veut en mettre un petit peu moins dans le routier, un peu plus dans le transport en commun? Mais ça, il faut le faire par région, parce qu'il y a des régions, je veux dire, si vous parlez au nord du Québec, nous on a des membres dans le nord du Québec, si vous leur parlez de transport en commun, pour eux, c'est pas vraiment possible. Donc, il faut y aller par région. Puis si la région de Montréal décide de mettre plus d'argent en transport en commun que dans le transport routier, bien, ça peut se faire qu'avec les gouvernements, parce qu'effectivement, c'est le ministère des Transports qui a les ficelles. Monsieur Meloche, vous allez être notre dernier intervenant. Oui, tantôt, je disais, quand on charge des tarifs, on ne crée pas des nouveaux fonds, c'est toujours les mêmes contribuables qui paient, c'est juste qu'ils paient différemment. Mais des fois, on peut avoir des effets bénéfiques importants. On parle beaucoup de subventionner le transport en commun, mettre beaucoup d'argent, on parle du 23 milliards. Le 23 milliards, c'est une liste qu'on avait faite, on avait dit ça, c'est un peu comme la liste de souhaits qu'on voudrait avoir. Là, je comprends qu'on a priorisé, je fais l'addition, ça faisait 14 millions, milliards, excusez-moi. On est peut-être revenu dans des proportions. On ne s'est jamais vraiment posé la question, comment est-ce que notre transport pourrait être plus efficace à meilleur prix? Ça n'a jamais été une question. On a tout dit, qu'est-ce qu'on voudrait avoir comme transport, dans le meilleur des mondes, mon fameux rond bleu. Puis après ça, on s'est dit, bon, ben comment est-ce qu'on peut remplir le rond bleu avec de l'argent? Puis là, on a fait des consultations publiques sur juste comment on va prendre l'argent pour financer tout ça. On ne s'est jamais posé la question, est-ce qu'un BRT coûte moins cher qu'un tramway? Est-ce qu'un tramway coûte moins cher qu'un métro? Est-ce qu'un téléphérique pour passer par-dessus le fleuve coûte moins cher qu'une structure de pont? Non, ça, on ne se pose pas ces questions-là. On dit, on veut un pont, on veut un métro. Pourquoi? Parce que les municipalités ne mettent pas d'argent là-dedans. Ça vient de Québec ou ça vient du fédéral. Donc, c'est gratuit. Donc, on veut les choses qui coûtent le plus cher parce qu'elles sont gratuites. Puis là, on met des plans de l'avant. Puis on veut absolument les grosses infrastructures les plus chères. On ne s'est jamais posé la question, est-ce qu'il y aurait moyen de transporter plus de monde, plus efficacement, avec moins d'argent? Moi, j'ai été le diable en personne. J'ai dit, si le transport en commun coûte plus cher, vous devriez mettre plus d'argent dedans. En allant tarifer l'usager
Là, mon Dieu, scandale. J'ai dit, il faudrait tarifer l'usager. Oui, parce que peu importe le moyen de transport que vous subventionnez, que ce soit le transport en commun ou les routes, vous subventionnez l'étalement urbain. Okay? Si ça ne coûte pas cher prendre le métro, moi, je prends mon auto depuis Laval, je m'en vais jusqu'à la station de métro, mais maintenant, le métro est à Laval, je peux même y aller à pied. Puis je prends le métro, puis je rentre en ville. Plus on subventionne toute forme de transport, plus on subventionne l'étalement urbain. Si on ne veut pas avoir d'étalement urbain, il faut avoir des péages peut-être sur les routes, des stationnements qui sont plus chers, puis des transports en commun qui sont plus chers. Puis la gratuité du transport en commun, on en a discuté souvent, puis ça, je passe pour le diable à chaque fois que je dis, quand vous rendez le transport en commun gratuit, là, oui, vous augmentez l'achalandage, parce que ceux qui marchaient et qui prenaient le vélo se retrouvent dans le transport en commun. Donc, il faut toujours faire attention quand on dit on va mettre plein d'argent dans le transport en commun, ça va être vraiment meilleur. Si on tarifie adéquatement, on va peut-être avoir effectivement moins de personnes dans le transport en commun, moins de personnes sur les routes, plus de vélos, plus de piétons, une ville plus compacte, donc des services qui coûtent moins cher en bout de ligne. Mais cette question-là, on ne se la pose pas. On veut avoir l'argent pour financer des gros services qui coûtent cher. Monsieur Côté a abordé ça un peu ce matin, la question des moyens de transport qui sont moins chers que les autres. Mais c'est vrai que vous devez être identifié au diable, vous. Alors, je vous demanderai d'applaudir nos panélistes. Ça a été une journée très intéressante. Merci infiniment. Alors, on continue demain matin sur le thème de la ville compacte.